Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, campagne de vaccination contre le coronavirus, la deuxième dose Sinopharm pour les premières personnes vaccinées. La suspicion autour du vaccin AstraZeneca ne les a pas découragés. À ce jour, plus de 144 000 personnes sont vaccinées. Nous ferons le point. Entrée de l'État du Sénégal dans le capital de la CKSA, c'est bien, mais peut mieux faire, juge le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Les membres du collectif réclament toujours la baisse du prix des péages. Plus de détails dans cette édition. Menaces sur la liberté d'opinion sur les réseaux sociaux. Insultes et invectives sont légion désormais. Dans ce journal, nous vous dirons les dangers de la haine en ligne. Nous avons rencontré une victime. Reportage à suivre. Et puis en sport, 5 nouvelles têtes dans la tanière. Les Lions vont entamer un stage de préparation le 22 mars prochain en perspective des deux rencontres contre le Congo et l'Eswatini. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. 192 Covid+ et 9 décès sont annoncés aujourd'hui. Parallèlement, le nombre de vaccinés augmente avec 144 207 personnes vaccinées à ce jour. Celles et ceux qui ont reçu il y a 3 semaines la première dose Sinopharm ont reçu la deuxième aujourd'hui. Nous leur avons posé la question simple suivante. Comment ça va? Réponse dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Elle était venue dans ce district sanitaire le 24 février pour sa première dose de vaccin contre le coronavirus. 3 semaines après, la responsable de famille se présente à nouveau pour sa seconde injection. Elle affirme ne ressentir aucun effet secondaire jusqu'à ce jour. On m'a fait la piqûre, mais sincèrement, je n'ai pas eu de problème après. Un comprimé de Doliprane, c'est ce que m'a suggéré l'infirmière. J'ai pris ça, mais je n'ai rien senti. Même quand on me piquait ça, je ne sentais pas. Parce que j'ai tellement l'habitude des piqûres, parce que je suis sous insuline, donc je n'ai pas peur des piqûres. Peut-on dire que l'efficacité est garantie? Pour le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, 80% des populations vaccinées sont protégées. Ce vaccin qu'on a mis en place au niveau du Sénégal, que ce soit Sinopharm et AstraZeneca, on a une efficacité qui est à environ à 80% ou plus. Donc ce qui veut dire que on peut avoir des sujets qui sont vaccinés non protégés. Ça c'est possible. Mais on peut savoir que 80% de cette population vaccinée seront protégés. Donc aujourd'hui, dire qu'on est dans une immunité, pour ceux qui sont vaccinés, c'est très possible. Oui, ils sont protégés. Mais sachez que la protection maximale arrive 28 jours après l'administration de la seconde dose. Quant au respect des mesures barrières, il affirme que la sensibilisation doit continuer. Qu'on soit vacciné ou pas, on doit continuer à porter le masque, on doit continuer à se laver les mains, on doit continuer à observer une distanciation physique. C'est fondamental parce que avant qu'on aille vers vraiment l'abandon de ces gestes barrières, je ne pense même pas que c'est nécessaire. Avant qu'on aille vers ça, il faudrait au minimum que 70 à 80% de la population soit vaccinée pour parler d'immunité collective par vaccination. Le travail doit donc se poursuivre dans les centres de santé, les districts sanitaires et même au niveau communal pour mieux lutter contre la Covid-19. Merci Maïmouna. Des femmes agents de santé victimes des impacts psychosociaux de la pandémie. La coordonnatrice nationale des fonds Covid-19 annonce des réparations. Ces femmes victimes de stigmatisation vont bénéficier d'un accompagnement psychosocial selon Madame Gary Diouf, interrogée par notre équipe à Kaolack. Vous êtes une femme, vous êtes infirmière, vous évoluez dans un cadre familial. Vous êtes mariée, vous êtes chez votre mari. Alors, lorsque la pandémie est arrivée, ces femmes-là se sont vues stigmatisées. Comme on dit dans le langage local. Alors, vous n'osez même plus exercer votre métier, alors que c'est votre métier, c'est votre dû.
Et alors que ce que vous êtes en train de faire est vraiment noble. Parce que quand on parle de pandémie, on a besoin de ces gens-là, vraiment, qui sont au front et qui combattent contre la maladie. Donc, on a vu beaucoup de femmes qui ont arrêté durant la pandémie, qui ne voulaient plus aller parce que leur mari a dit niet, parce que leur belle famille a dit niet. Et ça, c'est des impacts psychosociaux. Au-delà de ça, on travaille avec l'Association des sages-femmes du Sénégal, l'Association des médecins du Sénégal, on travaille avec l'AJS, l'Association des juristes sénégalaises, justement pour ces impacts psychosociaux chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui ont été malades de la pandémie. Et après la maladie, vous êtes stigmatisés. Donc vous êtes pointés du doigt. Et vous avez même du mal à reprendre le cours normal de votre vie et à reprendre votre travail. Tout ça, c'est des choses qu'on a essayé dans le cadre de ces fonds Covid qui dépendent du fonds rapide et réactif du projet Voix et Leadership des femmes, de prendre à charge ces questions psychosociales à travers des plateformes en ligne où on prend en charge justement ces femmes-là qui sont victimes et qu'on essaie un peu de les aider à passer ce cap-là. L'autre grand titre de cette édition, le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage se dit satisfait de la renégociation du contrat. Vous le savez, l'État entre dans le capital de la CKSA à hauteur de 25%. C'est bien, mais peut mieux faire, juge le collectif qui réclame toujours la baisse du prix des péages. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Cela n'a pas été facile et il a fallu beaucoup de détermination pour en arriver à cette renégociation du contrat entre la société Eiffage et l'État du Sénégal. Une révélation de Bachir Fofana, membre du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage, dont leur combat a toujours été de casser ce contrat jugé léonin et qui favorise la société Eiffage. Cette renégociation, nous l'avons attendue, nous l'avons souhaitée et pendant très longtemps ça a buté parce que je me souviens en 2018, au cours d'une cérémonie de levée de couleur, le président de la République avait dit qu'il faut renégocier le contrat. Donc aujourd'hui, 2021, 3 ans après, c'est là que le processus aboutit. Ça veut dire que ça a été long, ça n'a pas été facile et ça n'a pas été de tout repos. Mais il a fallu de la détermination des citoyens, il a fallu de la détermination des usagers pour faire mettre la pression sur l'État pour que le concessionnaire accepte de négocier. Le résultat qui est obtenu, c'est un résultat qui satisfait pour l'instant les Sénégalais en attendant de voir davantage le contrat. Même si ce membre du collectif se réjouit de l'entrée de l'État du Sénégal dans le capital, le porte-parole du collectif estime que les collectivités locales qui longent le long de l'autoroute à péage doivent aussi bénéficier de ces privilèges, car fortement impactés. C'est quelque chose que nous avons toujours attendu parce qu'aujourd'hui, toutes les concessions de PPP, l'État doit entrer dans le capital. Et pas que l'État. Nous pensons que toutes les collectivités locales qui ont été traversées par cette autoroute doivent elles aussi entrer dans le capital parce qu'elles sont impactées. Leur seule déception dans ce contrat pour ces représentants des usagers de l'autoroute à péage est la tarification qui reste inchangée. Vu cette baisse du tarif, on a plutôt vu le ministère de l'économie parler de gel des tarifs sur les 5 prochaines années. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y aura pas de hausse. Nous n'avons jamais demandé de hausse. Nous avons toujours demandé que les tarifs baissent. Nous estimons que c'est très cher. Un grand pas a été noté dans cette renégociation de ce contrat avec la société Eiffage pour la gestion de l'autoroute à péage qui, il faut le dire, engrange beaucoup d'argent. Merci Fat Bintou. Après la sortie du nouveau président de la CNES, son rival est monté au créneau pour contester toujours le choix porté sur Adam Alam pour succéder, vous le savez, à feu Mansour Kama. Annonce Babacar Ndiaye annonce une plainte contre des responsables de cette organisation patronale qui serait derrière ce qu'il considère comme un complot. Babacar Ndiaye était l'invité de la matinale de TFM. Mais je conteste son choix parce qu'il n'a pas bien milité, il n'a presque pratiquement pas milité au niveau de la CNES. Alors il a été parachuté par un lobby que nous dénonçons et ce parachutage-là a été réalisé et fait au dépit des trucs, des statuts que nous avons. La convocation n'a pas été faite en bonne et due forme.
parce que c'est le troisième président qui a convoqué, alors que le premier président était là, moi-même, je n'étais pas empêché. Et le texte dit que c'est quand il est empêché que le deuxième ou le troisième président, vice-président, doit convoquer. Il l'a fait et il s'est arrogé aujourd'hui le poste de premier président après M. Ademalam. Donc voilà le problème tel qu'il est posé. Bon, il y a bon nombre d'entre nous qui sont outrés par cette trame qui a été mise en place depuis quelques mois et que nous avons toujours dénoncé. Mais ce que nous comptons faire, c'est d'essayer en justice. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui et qui vraiment est en train de diviser l'organisation. Parce que dès qu'il y a eu une plainte qui est venue de certains membres pour dénoncer l'Assemblée générale et que des sociétés, de grandes sociétés sont en train de nous quitter, alors nous avons dit, ah là, il faut arrêter. Employabilité des jeunes dans les métiers portuaires. L'Office national de formation professionnelle veut anticiper sur le futur port de Ndayane. L'ONFP a tenu hier une séance de travail avec le préfet du département en vue de préparer un CDD pour mieux capter ces opportunités. Elle compte former 25 000 jeunes sur différents projets, dont 270 dans les métiers portuaires. Souleymane Soumaré, DG de l'ONFP, avec notre équipe à Mbour. Avec ce grand projet du futur port de Ndayane, d'échanger avec les autorités locales et territoriales pour préparer la jeunesse, préparer la population à avoir une qualification pour pouvoir bénéficier de ces nombreux emplois qui vont être créés avec ce futur port. Mais il y a également d'autres secteurs d'activité économique qui sont au niveau de la zone. Comme vous le savez tous, Mbour est une zone industrielle, c'est une zone touristique avec beaucoup d'activités économiques. Et pour revenir un peu sur les métiers portuaires, M. le ministre Dame Diop a beaucoup insisté pour que l'Office national de formation professionnelle, dans le cadre de ses missions, puisse prendre en main ce grand futur projet pour faire une anticipation sur la qualification des jeunes. Nous avons dans nos objectifs donc de formation, nous voulons cette année former environ 25 000 jeunes sur différents projets et sur différents métiers. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un nombre figé, c'est un nombre évolutif, donc qui peut changer en fonction des différents programmes sur lesquels nous allons travailler. 11 ans aux commentaires discourtois sur les réseaux sociaux, insultes, menaces, des propos haineux nettement déraisonnables. La liberté d'opinion semble irriter les internautes radicaux. Attention, la violence en ligne peut mener à bien des dérives. Reportage Ousseynou Diop, Habib Sek. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un lieu où règne de manière quotidienne cette pensée unique. Aucune opinion divergente n'est plus admise, c'est en tout cas l'avis de plusieurs intellectuels. N'aurait jamais dû être un espace où on préfère des insultes parce que c'est un lieu du débat et comme qui parle de débat parle également de la nécessité aussi d'accepter le point de vue de l'autre. Cet étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis en 3e année a été victime d'attaques sur les réseaux sociaux après avoir donné son avis sur un débat politique. Moi-même je suis victime de cela. Mais je pense que nous sommes au Sénégal et chacun est libre de donner son avis. Donc on doit se respecter entre nous. Quand quelqu'un donne son avis, son point de vue, on doit l'accepter comme tel et non pas insulter. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la liberté d'expression. Le Sénégal est un pays de dialogue, de débat d'idées et de bouillonnement intellectuel. Mais dans les réseaux sociaux, le débat contradictoire est presque quasi impossible par crainte de représailles sous quelque forme que ce soit. Pour Djouma Diallo, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le débat sur les réseaux sociaux doit être démocratique. À dire et à affirmer. Ce qu'il convient aussi de dire, c'est que la liberté d'expression dans ces espaces doit être préservée. Elle doit être préservée parce qu'il y dépend aussi de la vitalité de notre démocratie. Et si on se met à censurer les gens sur la base de leur opinion, sur la base de leur coloration politique, naturellement, il sera difficile de construire quelque chose. Pour ces
personnes rencontrées, les militants et sympathisants des camps opposés peuvent discuter, arguments à l'appui, sans verser dans l'inacceptable dans les réseaux sociaux. Mais le plus souvent, les intellectuels évitent de donner leur avis sur plusieurs sujets d'actualité par crainte d'être attaqués par les répondeurs automatiques. Merci Ousseynou, espérons que ton reportage sera bien accueilli par les internautes. Alors maintenant dans le sud, après les saccages de plusieurs édifices publics du département de Bounkiling, les jeunes de cette localité ont tenu une rencontre pour dénoncer ces actes de vandalisme. Ils appellent les jeunes à plus de responsabilités. Reportage Bakary Conté et Kali Diamé. Lors des derniers événements qui ont secoué le pays, le département de Bounkiling n'a pas été épargné. Le service des eaux et forêts a été complètement calciné. La poste, la préfecture, la devanture de la gendarmerie ont été tous saccagés. Une situation que déplorent les jeunes leaders du département de Bounkiling. Suite à ce qui s'est passé les jours derniers, que nous avons noté et que tout le Sénégal déplore jusqu'à nos jours. Notre pays vient de connaître un déferlement de violence et de destruction sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation. N'eût été la maîtrise et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, nous aurions eu un véritable carnage. C'est aussi le lieu de condamner avec la dernière énergie ces violences inqualifiables, injustifiables et inacceptables, mais aussi de réaffirmer notre attachement à l'état de droit et au respect de nos institutions. Ces jeunes de l'APR lancent un appel à tous les citoyens. Au peuple sénégalais et aux jeunes particulièrement, nous aimerions lancer un appel à bannir toute forme de violence dans nos rapports politiques et sociaux. La violence dans toute histoire a toujours été un signe précurseur de la mort d'une démocratie et de l'avènement du totalitarisme. Restons vigilants, chers compatriotes. Ces jeunes apéristes du département de Bounkiling comptent continuer la sensibilisation dans toutes les communes de la localité afin d'éviter de pareilles situations. Merci Bakary. Retour à Dakar. Amadou Makhtar Mbow, dont la contribution particulière discrète mais déterminante à la consolidation de la démocratie sénégalaise soufflera à sa 100e bougie dans une semaine. Un exposé à son honneur ce 20 mars. Le parrain va s'adresser d'ailleurs à la jeunesse pour les inciter à mieux se prendre en charge. L'activité se fera en mode bimodal et la salle du musée des civilisations noires va accueillir pour ce rendez-vous 100 participants. Habib Faye et Modou Diop. Sentence faite, Amadou Makhtar Mbow, qui a contribué à la consolidation de la démocratie sénégalaise, souffle dans 3 jours. Sa 100e bougie. Le monde de la culture lui rend hommage. L'éducation, c'est l'éducation, former le citoyen. On a tous vu l'impact de ce qu'il a fait pour l'éducation dans ce pays et à l'extérieur. Il a été soldat de la Deuxième Guerre mondiale et qu'en essayant d'aller en Angleterre, il s'est retrouvé en Bretagne dans une ferme où il a passé pratiquement le temps de la guerre. Comme vous le savez, il était le président des Assises nationales et il fait partie des personnes qui m'ont convaincu parce que je voulais m'éloigner de tout ce qui est politique. Mais que quand il m'a convaincu qu'il s'agissait d'un travail pratiquement scientifique, où on devait interroger tous les Sénégalais, que ce soit le charretier, le chauffeur de taxi, le professeur d'université, les gens d'Oussouye, les gens de Matam, Bakel, etc., en posant 2 questions. Vous, en tant que citoyen, quelle est votre situation ? Quel est le remède pour l'améliorer? Pionnier du retour des œuvres en Afrique, les amis d'Amadou Makhtar Mbow comptent accueillir 100 participants dans la grande salle du musée des civilisations noires. L'activité se fera en mode bimodal. Vous avez dû remarquer les gestes barrières qui ont été respectés, que vous-même vous n'avez pas remplacé tous les sièges, et que sur les 700 places qui sont prévues ici, puisqu'il y a peut-être des objets que vous tous, présents dans la salle, vous n'avez jamais vus, et je pense que c'est une occasion
pour voir également d'autres facettes du trésor artistique et culturel du pays. 3 thèmes seront développés ce 20 mars. Le parrain s'adressera à la jeunesse, un choix pour les réorienter à mieux se prendre en charge. Habib, parlons agriculture. Les récoltes sont très bonnes à Noto Gouy Diama dans la zone des Niayes. Cependant, les producteurs lancent un cri de détresse car ils ont du mal à écouler la récolte de pommes de terre, de choux et entre autres légumes. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Des piles de sacs de pommes de terre, d'oignons, de choux pourrissent dans les champs et au plus grand marché aux légumes de la zone des Niayes, Noto Gouy Diama. Ces producteurs de pommes de terre, commerçants, ont du mal à écouler leurs produits. Les récoltes sont bradées. La production de 2020-2021 va tripler la production de 2020. Vous attendez combien de tonnes? Nous attendons environ plus de presque 40 000 tonnes. Il y a Senguindia qui est en train d'inonder le marché avec une mauvaise qualité de pommes de terre. Ce producteur maraîcher déplore aussi le fait qu'il n'y a pas d'unité de conservation des produits horticoles dans la localité. Nous n'avons pas de chambre froide. Vous avez vu la pomme de terre que vous voyez sous vos yeux. On n'a que les arbres là pour mettre ça dedans. Et vraiment, ça va nous poser problème. Nous demandons vraiment que le ministre du Commerce nous vienne en aide pour la commercialisation. La CNCA a financé. Nous interpellons le ministre du Commerce, l'ARM, de réguler le marché, comme on n'a pas de chambre forte. Les Niayes polarisent Bayakh, Noto Gouy Diama, Diogo, Fass Boye et Potou. Dans toutes ces localités, aucun horticulteur ne fera des profits cette année, selon Yankhoba Ndiaye, le président de l'Union des maraîchers de Noto Gouy Diama. Merci, cher Anta. Plus de 4 tonnes de chanvre indien et des médicaments estimés à plus d'1 milliard de nos francs incinérés à Kaffrine. La douane veille au grain mais demande à la population de collaborer avec les services de défense et de sécurité pour mettre les contrebandiers hors d'état de nuire. Omar Diaye et Boubacar Falpop. La douane subdivision de Kaffrine vient de procéder à l'incinération de plus de 4 tonnes de chanvre indien et un important lot de médicaments contrefaits d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. On ne les lâchera pas, parce que je pense que c'est un travail qui est fait de concert avec toutes les forces de défense et de sécurité. Chaque fois, il faut affiner ces stratégies également, essayer de les traquer à tout moment. Donc je pense que cela peut installer une certaine peur. Les médicaments contrefaits des produits nocifs sont extrêmement dangereux pour la santé des populations. Dit qu'on est en face avec des drogues. Et les médicaments à dose thérapeutique ont des effets bénéfiques pour le patient qui le prend. Mais à dose toxique, donc, va entraîner des choses néfastes qui ne sont pas souhaitées et peut même aller jusqu'à la mort. La collaboration des populations est une nécessité dans la lutte contre la contrebande. Nous sommes dans une zone où la région est frontalière de la Gambie. Il y a le trafic malien qui passe impérativement par Kaffrine. Donc nous devons, nous tous, redoubler de vigilance par rapport à ça, pour combattre ce fléau. Civiliser surtout les dénonciations, parce que surtout dans les villages frontalier de la Gambie, la drogue tourne. Pour sa part, Tigui Dawagé, l'adjointe au gouverneur chargé du développement, demande aux soldats de l'économie de maintenir la vigilance. La proximité avec des pays voisins et la porosité des frontières favorisent la circulation des produits prohibés qui constituent un réel danger pour les populations. Merci Omar. Et puis le Haut Conseil du dialogue social axe sa première session sur l'habitat social. Selon la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, l'habitat social est une préoccupation majeure. Tous les acteurs sont mobilisés pour la matérialisation des 100 000 logements annoncés par le chef de l'État. Voici Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a pris la décision de consacrer sa première session de l'année 2021 à cette thématique. Et dans la réflexion que nous avons, qui se veut inclusive, le Haut Conseil va organiser 8 panels en invitant 18 structures. Des rencontres qui vont permettre de recueillir d'importantes informations. Et en raison de la pandémie, les échanges, nous n'avons pas pu les organiser en présentiel, mais en visioconférence. Le lundi 15 déjà, nous avons reçu la direction des domaines, la Direction générale de la construction et de l'habitat et la DESCOS.
Le même jour également, nous avons eu un autre panel avec la participation des directeurs des SICAP et de l'OHLM. Nous avons donc voulu mettre ensemble l'ensemble des parties prenantes pour voir les plages de convergence qui peuvent exister et voir également comment cerner l'ensemble des difficultés qui concernent chacun dans le secteur où il se trouve pour pouvoir permettre de trouver des solutions rapides et permettre donc à ces projets de démarrer très rapidement. Et puis, fenêtre sur le monde, le round-up de l'actualité internationale, c'est un récit de Daniel Diouf. La transition en Libye se prépare avec la désignation d'un Premier ministre par intérim, Abdelhamid Debba, chargé de l'organiser jusqu'aux élections prévues en décembre prochain. Il a prêté serment lundi au siège provisoire du Parlement à Tobrouk, ville portuaire située à quelques 1300 km à l'est de la capitale Tripoli. Il a été désigné Premier ministre par intérim par 75 responsables libyens sous l'égide de l'ONU. Abdelhamid Debba et ses ministres ont juré de préserver l'unité, la sécurité et l'intégrité de la Libye. Il remplace le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et le cabinet parallèle non reconnu par la communauté internationale. Sa mission prend théoriquement fin après les élections du 24 décembre prochain. Au Yémen, des migrants éthiopiens protestent contre l'incendie meurtrier d'un centre de rétention. Le sinistre a coûté la vie à des dizaines de migrants dans ce centre de la capitale, Sanaa. Ils étaient nombreux à manifester devant le siège d'organisations internationales. Selon Human Rights Watch, les forces de sécurité Houthis avaient enfermé ces migrants dans le centre après une bagarre entre les gardes et les détenus. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles 43 personnes, dont de nombreux ressortissants éthiopiens, ont péri dans l'incendie et ont été enterrés au Yémen. Les Nations Unies ont demandé l'ouverture d'une enquête indépendante sur la cause de l'incendie. Et puis, vent de crispation entre les États-Unis et la Russie. Moscou a annoncé ce mercredi avoir appelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation afin d'analyser ce qu'il faut faire et où aller en ce qui concerne les relations avec les États-Unis. Cette décision intervient quelques heures après des propos du président américain. Joe Biden, interrogé par un journaliste qui lui demandait s'il pensait que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur, Biden a dit oui et promis qu'il paierait le prix de ses actes. Des propos dénoncés à Moscou comme une attaque contre la Russie et une insulte envers le peuple russe. Moscou assure pour autant vouloir éviter la dégradation irréversible de ses relations avec les États-Unis, disons espérer que les Américains sont conscients des risques. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, football, deuxième journée, groupe C de la Coupe CAF à domicile. L'AS Giraffe est tenu en échec par le club sportif sfaxien, un but partout. Un nul arraché dans les derniers instants du match grâce un coup de tête du défenseur Mamadou Sylla. Pendant ce temps, dans l'autre rencontre du groupe, Salitas FC a surpris l'Espérance de Tunis 1-0. Ainsi, Giraffe est dernier au classement mené par le club sportif sfaxien, 4 points, suivi de Salitas FC et l'Espérance de Tunis, 3 points chacun. Football toujours, 5 nouvelles têtes dans la tanière des Lions du Sénégal, appelées pour les rencontres face au Congo et l'Eswatini les 26 et 30 mars prochains. Les 3 binationaux, Abdou Diallo du PSG, Fodé Ballo-Touré de l'AS Monaco, Nampali Mendy de Leicester et les 2 internationaux U20 promus en Turquie, senior Pape Matar Sarr et Youssouf Badji. Ils figurent dans une large liste lancée tout à l'heure par le sélectionneur Aliou Cissé. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Le sélectionneur Aliou Cissé apporte du sang neuf dans l'équipe nationale du Sénégal pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Face au Congo le 26 mars et l'Eswatini le 30 mars, il a publié une liste de 26 lions, dont 5 nouveaux venus. Parmi eux, la révélation de la Ligue 1 française, le milieu de terrain du FC Metz, Pape Matar Sarr. L'ancien pensionnaire de Génération Foot âgé de 18 ans seulement a gagné sa place de titulaire et a marqué déjà 2 buts pour sa première saison en France.
2 natifs de ce pays et pensionnaires de la Ligue 1 vont également découvrir la tanière des Lions. Le défenseur gaucher et polyvalent du Paris Saint-Germain Abdoulaye Diallo, 24 ans, et Fodé Ballo-Touré, l'explosif latéral gauche de 24 ans de l'AS Monaco. Longtemps hésitant à rejoindre la tanière, Nampalys Mendy est un binational franco-sénégalais aussi, un milieu de terrain défensif très expérimenté de 28 ans qui évolue depuis 3 saisons en première ligue anglaise. L'attaquant Youssouf Badji est pour sa part un international U20 promu. Tout comme son ancien compteur Pape Matar Sarr, l'avanceur de 19 ans, formé au Casa Sport, est en train de se faire un nom en Europe, plus précisément en Belgique, avec 4 buts inscrits en 22 matchs sous le maillot de FC Bruges cette saison. Au rayon des Lions qui font leur retour en équipe nationale figure le défenseur Abdoulaye Seck, 28 ans. Le puissant défenseur central était absent de la liste des Lions depuis 2015. Mambaba Thiam, l'attaquant de Fenerbahçe, retrouve lui la tanière après 4 mois d'absence. Les attaquants Diao Baldé Keita de Sampdoria en Italie et Mbaye Diagne de West Bromwich en Angleterre, de retour en forme avec respectivement 5 et 10 buts inscrits, étaient eux absents depuis la CAN 2019. Ils vont retrouver tous les cadres de l'équipe nationale, alors que comme attendu, Pape Alioune Ndiaye et Mbaye Niang, désormais dans le championnat exotique de l'Arabie Saoudite, sont absents. Cette option d'une liste élargie de 26 lions, choisie par le sélectionneur Aliou Cissé, est pour parer à toutes les éventualités, dont le probable refus de libération des lions par leur club dans ce contexte de Covid-19, une permission de la FIFA. Merci, cher football. Toujours Ligue africaine des champions. Teungueth FC, vous le savez, n'aura pas réussi à surfer sur la même vague que la GIA 17 ans après. Les Rufisquois ont perdu toutes les chances d'atteindre les quarts de finale en s'inclinant à nouveau devant le Mouloudia d'Alger, 1-0 hier. Les protégés de Youssouf Dabo n'ont pris qu'un petit point sur 12 dans cette phase de groupe pour le moment. Ibrahima Kane. Il portait l'espoir de tout un peuple dans cette campagne africaine, mais le rêve est douché dès la 4e sortie de la phase de poule. Le bourreau de Teungueth FC, le Mouloudia d'Alger, vainqueur à l'aller comme au retour sur la plus petite des marques. Avec une 3e défaite en 4 matchs, les Rufisquois n'ont récolté qu'un petit point, contre 10 et 8 pour l'Espérance de Tunis et Mouloudia d'Alger respectivement. Trop insuffisant pour rivaliser avec ses concurrents dans ce groupe D. Le club fagnon de Rufisque, qui pointe à la 4e place, a néanmoins une double chance pour essayer de sauver l'honneur en terminant à la 3e place du groupe D, occupé par les Zamalek. Les Rufisquois recevront le 2 avril l'Espérance de Tunis avant de se déplacer le 9 du même mois au Caire pour y défier les Zamalek. Teungueth FC a certes emboîté le pas à la Jeanne d'Arc de Dakar 17 ans après, mais hélas, il n'a pas été à la hauteur des espérances. Merci vraiment, voilà, c'est la fin de cette édition.